On va attaquer, hein, ça fera venir les derniers. Donc, bonjour. On va attaquer donc une session un petit peu particulière sur la partition que l'on peut faire entre la faune diurne et nocturne. Alors, c'est vrai que c'est une partition qui peut sembler évidente et ça va nous être montré par la première communication de Romain Sordello, avec certains animaux qui montrent des adaptations anatomiques qui les prédisposent particulièrement à vivre la nuit. Et donc, en l'occurrence, eh bien, parmi les... Alors, on a beaucoup parlé des chauves-souris hein, ces derniers jours, mais maintenant, on va attaquer les chouettes et les hiboux, donc les strigiformes, qui sont effectivement très adaptés à la nuit et qui, de fait, vivent très mal, comme peuvent le vivre la modification du caractère obscur de la nuit liée à la pollution lumineuse. Donc on va voir si effectivement c'est le cas et dans quelle mesure ça l'a été. Donc grâce à une petite recherche qui a été effectuée par Romain sur le sujet. Donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je me représente, même si j'étais là hier, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes personnes. Donc, je suis Romain Sordello, je travaille à Patrinat, qui est une unité d'expertise dans l'écologie sous tutelle de plusieurs établissements, dont l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je vais vous faire une présentation sur la réaction, on va dire, des chouettes et des hiboux, les strigiformes, à la luminosité nocturne. Je vais parler de lumière artificielle, mais aussi de la lune qui apporte de la lumière naturelle la nuit. Donc les strigiformes, c'est ce qu'on appelle globalement les rapaces nocturnes, de manière vulgarisée, les chouettes et les hiboux. C'est à peu près 244 espèces dans le monde qui ont globalement des mœurs nocturnes, même si effectivement il y a des variations en fonction des espèces. Certaines sont plus crépusculaires, voire même peuvent être actives le jour. Ce sont des prédateurs qui chassent donc d'autres animaux. On a notamment certaines espèces qui se nourrissent de rongeurs et d'autres qui se nourrissent plutôt d'insectes. Donc ça va être un point assez important de mon intervention. Alors si ces animaux vivent la nuit, c'est qu'ils ont des adaptations qui leur permettent d'évoluer dans la pénombre. Et notamment, on en parlait tout à l'heure justement, là pour le coup, des gros yeux qui permettent d'amplifier la lumière naturelle la nuit, mais également une ouïe assez fine. Donc en fait, il y a une batterie de sens qui permet de shifter en fonction des situations, d'utiliser plutôt l'ouïe ou la vue, ce qui est le cas aussi d'autres espèces. Les chauves-souris, elles ont aussi des yeux, elles y voient, même si elles font de l'écolocalisation la plupart du temps. Alors, il faut savoir que c'est des espèces qui sont menacées. Enfin, en tout cas, il y a quand même près de 20% des espèces de rapaces nocturnes qui sont menacées dans le monde. Et donc, on peut légitimement se poser la question de la responsabilité de la pollution lumineuse dans ce déclin. C'est une question qui a finalement été assez peu posée. Alors que, justement, on a beaucoup parlé hier, toutes nos nuits sont désormais polluées par la lumière artificielle. Donc, bon, je vais vite, mais je ne sais pas si certaines personnes n'étaient peut-être pas là hier. On a un indicateur notamment de la pression lumineuse en cœur de nuit en France qui montre que 72% du territoire métropolitain est pollué par la lumière artificielle nocturne. Et il y a une publication même qui concerne vraiment spécifiquement les rapaces nocturnes en Europe, qui croise les aires de répartition avec la pression lumineuse en Europe, qui montre qu'effectivement, c'est une menace importante, que certaines espèces voient leur aire de répartition maintenue dans l'obscurité se réduire régulièrement sous l'évolution de l'éclairage. Alors, on avait commencé un peu à en parler tout à l'heure. Donc, la nuit n'est pas totalement noire, en fait, dans les écosystèmes terrestres. La nuit naturelle, elle est un petit peu éclairée par le ciel étoilé, et en particulier la Lune, qui apporte quand même la majorité de la luminosité nocturne. Et donc, il y a quand même des grosses différences entre cette lumière naturelle et la lumière artificielle. Déjà, il y a une différence de localisation. La Lune, c'est un astre dans le ciel, donc elle sert de repère. C'est le cas, par exemple, chez les insectes qui vont s'orienter avec la position de la Lune. Alors que les éclairages artificiels, eux, sont au sol et donc vont pouvoir créer des pièges. Ils sont accessibles, donc les insectes vont se retrouver bloqués dans ces lampadaires. Puis après, il y a une différence au niveau de plein de paramètres. La Lune, déjà, nous renvoie une lumière qui est réfléchie, donc une lumière qui est polarisée. C'est la lumière du Soleil qui se réfléchit sur la Lune.
Et puis des différences aussi temporelles. La Lune, elle suit un cycle. Déjà, au cours d'une même nuit, elle n'est pas toujours présente dans le ciel. Et puis ensuite, au cours de son cycle de 28 jours, il y a des fois où elle n'est pas présente, des fois où elle est pleine, etc. Donc on va voir tout ça, ça a un impact déjà assez important sur le comportement des rapaces nocturnes. Et évidemment, ensuite, il y a aussi une différence de quantité. Donc le lux, c'est une unité qu'on utilise beaucoup en éclairagisme pour quantifier ce qu'on appelle l'éclairement, la quantité de lumière qui est reçue par le sol. Il faut savoir que la Lune, c'est très inférieur à un lux, même quand elle est pleine, alors que les éclairages artificiels, on en parlait hier, c'est plusieurs dizaines de lux, notamment en France. On peut dépasser souvent les 100 lux sous un lampadaire. Donc la lumière d'un lampadaire, c'est à peu près 100 fois, voire plusieurs centaines de fois la lumière d'une pleine lune. Donc on va voir que toutes ces différences, elles jouent un rôle important. Elles peuvent expliquer les résultats qu'on obtient. Alors la lumière, il y a un paradoxe autour de la lumière parce qu'en fait, c'est d'abord quelque chose qui est favorable. Ça va améliorer la vision, hein. Si on prend le sens de la vue, ça a besoin de lumière. Donc quand on est un prédateur, on va mieux voir ses proies quand on est dans un environnement qui est éclairé. Mais en même temps, cette lumière, elle va mettre en lumière, hein, justement, de manière très, très factuelle, et donc elle va diminuer l'effet de surprise. Les rongeurs vont voir le prédateur arriver. Et puis les rongeurs eux-mêmes vont comprendre que la lumière, c'est une mise en danger. Donc ça va alimenter ce qu'on appelle en écologie le paysage de la peur. Pas mal d'espèces vont fuir en fait les zones qui sont éclairées ou, dans le cas de la pleine lune, vont limiter leur activité en période de pleine lune. Donc le comportement lucifuge que j'évoquais tout à l'heure. Par peur d'être prédaté, d'être vu de ces prédateurs. Donc c'est des comportements qu'on connaît bien, y compris chez des espèces qui sont elles-mêmes prédatrices, hein, puisque en fait on a beaucoup parlé des chauves-souris. Donc derrière le comportement lucifuge des chauves-souris, c'est en tout cas comme ça qu'on l'interprète. On a des connaissances, c'est difficile de savoir pourquoi les chauves-souris fuient la lumière, mais c'est une des explications, c'est que elles interprètent la mise en lumière comme un risque d'être vues des prédateurs, et donc notamment les prédateurs des chouettes, c'est les rapaces nocturnes. Et puis c'est aussi un comportement qu'on connaît bien chez les mammifères, hein, les mammifères terrestres non volants, qui vont avoir un comportement lucifuge assez marqué. Donc nous-mêmes, on a fait une étude de terrain dans un parc naturel régional, en éclairant ou pas certains passages à faune, et on voyait que l'éclairage des passages à faune réduit la probabilité qu'ils soient empruntés par certaines espèces, comme le blaireau ou le renard, qui sont pourtant des espèces qui n'ont plus forcément trop de prédateurs dans nos paysages s'il n'y a pas de loup ou d'ours. Mais on comprend donc justement avec ces exemples que c'est aussi des choses qui sont innées en fait, qui se sont construites au cours de l'évolution. Lumière égale danger, même si ça n'a plus forcément de réalité physique, les espèces reproduisent ce comportement lucifuge et donc vont éviter la lumière. Donc voilà, tout ça c'est pour poser un peu le décor. En ce qui concerne la lumière artificielle, donc les éclairages artificiels, on a bien vu ça hier, il y a énormément de connaissances qui montrent les impacts de cette pression sur les écosystèmes à différentes échelles. Ça peut être de la désynchronisation des organismes, de l'évitement, donc c'est-à-dire de la perte d'habitat ou de la fragmentation, du piégeage, hein, donc une mortalité, des insectes par exemple qui sont bloqués dans la lumière, etc. En ce qui concerne les rapaces nocturnes, avant de commencer mon travail, j'avais connaissance de quelques études. Donc notamment, il y a une étude, par exemple, qui montre une corrélation négative entre le fait que les clochers soient éclairés et le fait qu'ils soient occupés par des chouettes effraies. Et puis, il y a aussi une étude qui est plus ancienne, qui a fait un recensement des cadavres de chouettes chevêches sur les routes, et a montré les résultats en fonction de si les routes étaient éclairées ou pas. Et on voit qu'il y a moins de cadavres quand les routes sont éclairées. Donc là, quand on a des résultats comme ça, c'est assez difficile à interpréter. On peut se demander est-ce que finalement la lumière justement accroît la visibilité, donc les chouettes arrivent à mieux voir les voitures arriver et prennent moins de collisions, ou au contraire, la lumière a créé carrément un désert autour de la route, il n'y a plus à manger, plus rien, donc il n'y a plus non plus de chouettes, et il y a carrément un effet néfaste total plutôt qu'une sécurisation. Et puis il y a aussi une revue qui a été publiée déjà en 2022 sur les rapaces en général, diurnes et nocturnes, et leur lien avec l'écologie sensorielle, donc lumière et son, et qui concluait qu'il y avait assez peu d'études sur ce sujet. Donc ça m'a intrigué, j'ai souhaité en fait approfondir la question. Et donc dans le cadre de la thèse que j'ai soutenue l'année dernière au Muséum, j'ai fait un travail de review pour synthétiser la connaissance sur les effets de la lumière artificielle et du bruit aussi d'origine anthropique sur les rapaces nocturnes. Donc là, je vais vous parler uniquement de la partie lumière, qui comprend à la fois la lumière artificielle, mais j'ai aussi pris la Lune comme baseline, ce qu'on appelle une baseline, donc un comparatif naturel, puisqu'en fait les animaux ont déjà une relation à la lumière la nuit,
Et donc c'est intéressant de voir si la lumière artificielle amplifie les comportements qui existent déjà, les contredit, en crée des nouveaux, etc. Donc on a publié cet article dans la revue IBIS, il a été publié là très très récemment. On a utilisé pour ça une méthode qui est calibrée pour faire des synthèses bibliographiques, c'est la méthode des revues systématiques, qui permet d'objectiver le travail, de le rendre réplicable et transparent et d'essayer de viser une certaine exhaustivité dans les publications qu'on recherche. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais bon, c'est une méthode qui est brevetée entre guillemets à l'échelle internationale. Donc en termes de résultats purement bibliométriques, on a trouvé 21 articles sur l'effet de la lumière artificielle sur les rapaces nocturnes et 44 sur l'effet de la Lune. Bon, 23 aussi sur le bruit, mais je vous ai dit, j'en parlerai plus parce que ce n'est pas trop le sujet de la journée. Et voilà, donc c'est assez peu, hein, déjà, c'est une première conclusion. Ça confirme relativement ce qu'avait trouvé la revue de 2022, c'est qu'on a quand même plutôt un manque de connaissances sur l'écologie sensorielle et ces taxons-là. Ça représente à peu près 20% des strigiformes finalement qui font l'objet d'au moins une étude, donc c'est assez peu. C'est souvent les mêmes espèces qui sont étudiées, beaucoup la chouette effraie par exemple. Il y a une certaine augmentation dans les années récentes parce que effectivement les sujets pollution lumineuse, pollution sonore sont en plein essor dans le domaine de la recherche, donc ça bénéficie un petit peu aux rapaces nocturnes. Mais en fait, on peut s'interroger tout simplement déjà pourquoi ces espèces sont assez peu étudiées. Alors c'est vrai que c'est des espèces qui sont assez cryptiques, hein, difficiles à suivre. Les chauves-souris ont bénéficié de l'évolution de la technologie pour les suivre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait partie des taxons qui sont quasiment les plus étudiés en termes de pollution lumineuse, alors que c'est des espèces pas forcément très faciles à voir pour le commun des mortels. Mais les rapaces nocturnes n'ont pas forcément bénéficié d'une augmentation de la technologie, etc. C'est difficile de suivre ces espèces, donc ça pourrait expliquer, mais ça reste une question que je pose, hein, si vous avez des avis, pourquoi ces espèces, finalement, n'attirent pas trop les chercheurs en écologie. Et puis, comme on a peu d'études, on a aussi un effet un peu catalogue avec des études qui sont assez différentes les unes des autres, donc c'est difficile de trouver des tendances, mais on a quand même, j'ai essayé d'esquisser des résultats sur au moins 2 facteurs, 2 activités, donc la vocalisation des chouettes et les rapports proie-prédateur. C'est ce que je vais vous présenter là. La première chose, c'est sur la vocalisation. Alors, il y a peu d'études, hein, donc j'ai transformé les articles en études, puisqu'à l'intérieur de chaque article, on peut avoir parfois plusieurs espèces qui sont étudiées, plusieurs sites, etc. Donc, là, je raisonne plutôt au niveau des études. Il y a peu d'études qui se sont intéressées à la vocalisation, mais en tout cas, elles montrent que la lumière artificielle n'a pas d'effet sur le chant des chouettes. Elles ne chantent pas plus ni moins quand elles sont dans des zones qui sont éclairées. Alors que si on prend les oiseaux diurnes, par exemple, on sait que c'est tout à fait l'inverse, hein. Ils vont augmenter leur plage d'activité, les mésanges, etc. Ils vont chanter beaucoup plus la nuit à la faveur de l'éclairage. Donc il y a même une revue méta-analyse qui a été publiée très très récemment sur 583 espèces d'oiseaux diurnes. Et en gros, il y a un gain de 50 minutes de chant par jour, en moyenne, sous exposition à la lumière artificielle, parce qu'effectivement, c'est des animaux qui sont diurnes. Donc comme nous, en fait, ils vont bénéficier, entre guillemets, hein, parce qu'après, il y a des effets collatéraux, mais bénéficient de la lumière pour augmenter leur plage d'activité. Donc, ça augmente aussi l'activité vocale. Mais donc, chez les chouettes, on n'a pas d'effet, hein, des oiseaux qui sont nocturnes. Et à l'inverse, on sait que la lune stimule au contraire plus l'activité vocale des chouettes. Alors, il n'y a pas que des chouettes d'ailleurs, hein. Il y a une revue qui a été publiée sur le comportement acoustique des animaux en lien avec la lune assez récemment et qui montre que c'est un pattern très répandu chez les animaux. Les animaux vont être plus communicants vocalement quand la lune est pleine que quand la lune est nouvelle. Donc on a un effet assez contradictoire entre les 2 sources de lumière. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez une autre espèce nocturne, l'engoulevent, alors qui est plus crépusculaire que nocturne, mais la lune va plutôt stimuler le chant de l'engoulevent, alors que Alan, donc la lumière artificielle, va plutôt être neutre, voire l'inhiber. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à expliquer, cette contradiction entre lune et lumière artificielle. Alors c'est vrai que je reviens sur le paradoxe de la lumière. La lumière, ça rend visible. Donc déjà, à la base, on pourrait se dire, finalement, si on est visible, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de communiquer par le chant? On n'a pas forcément besoin de se manifester vocalement, puisqu'on est déjà vu de son partenaire, de ses jeunes, etc. Mais en même temps, la lumière, elle va aussi stimuler certains indices, comme des plumes blanches, hein, chez les rapaces nocturnes, qui sont des indices territoriaux. Donc on détecte aussi plus facilement entre mâles et femelles ou entre différents mâles, donc des compétiteurs. Et ça va activer en fait effectivement une activité vocale pour se manifester, donc faire fuir par exemple des concurrents, ou au contraire courtiser une femelle. Donc voilà, une activité sexuelle plus importante
via des indices visuels. Alors pourquoi la Lune a cet effet mais pas Alan, pas la lumière artificielle? Il y a plusieurs réponses. Les différences de caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure. La lumière artificielle est beaucoup plus intense que la Lune, donc peut-être que carrément ça écrase ce phénomène de mise en avant des indices visuels. Comme on disait tout à l'heure, il y a peut-être, on dépasse carrément certains seuils. Des effets peut-être de spectre aussi, la composition de la lumière entre la Lune et Alan n'est pas la même. La temporalité, le fait que la lumière de la Lune soit polarisée alors que les éclairages émettent une lumière non polarisée. Ou alors on peut aussi en fait se demander si l'effet de la Lune qui stimule l'activité vocale, c'est pas lié à autre chose que la lumière, puisque la Lune a aussi des effets gravitationnels, magnétiques, qui sont mis en évidence aussi, et qui pourraient expliquer finalement la stimulation de la vocalisation des chouettes et des autres animaux. Donc peut-être qu'on se méprend, là, c'est pas un sujet lumière en fait. Ensuite, deuxième aspect qu'on a réussi un peu à détricoter, c'est sur les relations proies-prédateurs. Et donc là, je vais distinguer justement les chouettes qui se nourrissent de rongeurs et les chouettes qui sont insectivores, puisqu'on a vraiment des comportements très différents. Donc chez les chouettes qui se nourrissent de rongeurs, les études qui regardent l'effet de la pollution lumineuse sur la capture des proies montrent plutôt un effet positif de la pollution lumineuse sur la capture des proies par les chouettes, c'est-à-dire qu'elles capturent davantage de proies, elles vont plus vite à l'essentiel, l'attaque est plus rapide, le temps nécessaire pour localiser la proie est plus court, etc. Donc là, ça répond un peu à ce que je disais tout à l'heure, la lumière a un effet favorable, elle améliore la vision. Par contre, c'est principalement des études qui sont menées ex situ, et donc je reviendrai juste après sur ça, mais ça peut expliquer pourquoi là on a un effet positif. Et à l'inverse, donc la Lune, par contre, là, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure, elle a un effet neutre, ou variable en tout cas, c'est-à-dire qu'effectivement en période de pleine lune, les chouettes vont être plus actives, elles vont chasser plus longtemps, elles vont avoir plus d'attaques, etc. Mais en même temps, elles ne vont pas forcément augmenter leur succès de chasse. Ça ne se traduit pas forcément par un nombre de proies plus important en période de pleine lune qui est capturé. Et certaines études ont essayé de voir si, en période de pleine lune, le succès de chasse était variable en fonction de la couleur des rongeurs ou en fonction de la couleur du sol. Et effectivement, on a vraiment des effets variables. Donc on sent bien que là, il y a un compromis entre voir sans être vu. Il faut que la chouette voie mieux ses proies. Enfin, la lumière va favoriser cette vision et donc augmenter quelque part le succès, mais en même temps, si on augmente trop la lumière, les proies vont voir la chouette arriver, et donc finalement, il y a vraiment un compromis à trouver, et la Lune, en tout cas, n'améliore pas forcément de base ce succès de chasse. Alors c'est assez intriguant parce que si on regarde les publications qui traitent vraiment de l'effet de la lumière sur les rongeurs, sur les proies elles-mêmes, là on a un effet clair qui est égal entre la lumière artificielle ou la lumière lunaire. Dans les deux cas, ces espèces sont très lucifuges. Les petits mammifères fuient la lumière, ils vont éviter les zones qui sont éclairées, ils vont vraiment passer beaucoup plus vite dans la lumière que s'ils traversent l'ombre, etc. Donc j'en arrive à la conclusion que peut-être que les études qui montrent un effet favorable de la pollution lumineuse sur la capture des proies, comme elles sont ex situ, elles ne reflètent peut-être pas en fait, ce qui se passe dans la nature. Parce que qui dit situation ex situ dit forcément moins de capacité aussi de se cacher et d'éviter la capture de la part des rongeurs, y compris quand c'est des études qui sont en enclos, en volière. On est quand même dans un espace qui est confiné, qui est limité. Il peut y avoir plus ou moins de cachettes, donc c'est peut-être ça qui fait que les rongeurs en fait, bénéficient là de la lumière pour capturer des proies, tout simplement parce que les proies n'ont pas la possibilité d'éviter. Donc il y a vraiment, là on maximise la vision de la chouette et en même temps on empêche totalement le rongeur de l'éviter. Donc là oui, on augmente la capture, mais peut-être que in situ, la pollution lumineuse sert surtout à favoriser la vision des chouettes dans les milieux qui sont ouverts justement, qui sont dépourvus de végétation, de possibilités de cachette, mais aurait plutôt en fait un effet négatif de la capture des proies dans la majorité des cas. Ça, j'ai pas forcément la réponse. Mais en même temps, même sans avoir la réponse, on ne peut pas s'empêcher de se demander si jamais c'est le cas, est-ce que ça ne pourrait pas entraîner au contraire un effet vraiment néfaste sur les populations de chouettes jusqu'à entraîner une baisse de leur occurrence. Parce que si on regarde les quelques études qui existent sur des corrélations entre la présence des chouettes et la pollution lumineuse, là on a un effet qui est assez clair, qui est négatif, notamment donc toujours sur ces chouettes qui se nourrissent de rongeurs. Quand il y a de la pollution lumineuse, il y a moins de probabilité d'avoir de la chouette hulotte, par exemple. Il y a une étude qui a été menée en Angleterre avec de la science participative sur énormément d'observations qui montre ça. Donc, c'est que des corrélations. C'est peut-être pas lié à la lumière. Il y a aussi du bruit, du dérangement, etc. C'est un cocktail, le milieu urbain. Mais la lumière, visiblement, en tout cas, la corrélation marche assez bien. Quand il y a de la lumière, il n'y a pas de chouette. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe là au milieu. Est-ce qu'effectivement, Alan empêche les chouettes de se nourrir ?
Mais en tout cas, quand il y a Alan, il n'y a pas de chouette, et quand il y a Alan, il y a aussi beaucoup moins de rongeurs. Alors qu'à l'inverse, donc les chouettes qui sont insectivores, elles, on peut vraiment dire qu'il y a une sorte de bénéfice. Donc, bon, c'est une seule étude qui a été menée sur la chouette chevêche des terriers, qui se nourrit essentiellement d'insectes. Les insectes sont attirés par les lampadaires. Donc les chouettes vont chasser prioritairement dans les lampadaires. Donc ça, c'est ce qu'on connaît assez bien chez les chauves-souris dites tolérantes à la lumière, là, toutes les pipistrelles, en tout cas pour la partie alimentation. Mais justement, ce qui change, c'est que là, les chercheurs trouvent aussi qu'il y a davantage de nids et en plus davantage de poussins dans les zones qui sont éclairées. Donc là, on a un bénéfice qui va jusqu'au bout de la chaîne pour les chouettes, alors que pour les chauves-souris, on sait bien que les pipistrelles, elles ont un avantage très localisé par la lumière pour l'alimentation, mais que pour le choix des gîtes, pour les choix des corridors de transit, etc., elles vont prioriser l'obscurité. Donc ce bénéfice n'est pas globalisable, alors que là, pour les chouettes, on dirait que c'est la première fois qu'on pourrait avoir un effet positif complet de la lumière. À ceci près que si on raisonne à l'échelle de l'écosystème, on retombe sur un effet négatif, parce que là, ce qu'on s'attend à la fin, c'est qu'il n'y ait plus d'insectes. Du coup, on va vidanger les populations d'insectes. Oui, certes, ça profite temporairement aux chouettes, mais si après elles n'ont plus de proie, ça va finir par la défavoriser. Donc, alors, oui, juste un mot aussi, j'ai recensé quand même pas mal d'écrits naturalistes, sans que ce soit des études de recherche, donc du coup, je ne les ai pas incluses moi dans ma revue. Mais pas mal d'études naturalistes, d'observations montrent qu'effectivement, les rapaces nocturnes peuvent bénéficier de l'éclairage pour aller chasser aussi bien donc, des insectes que aussi des oiseaux ou des chauves-souris. Donc, on aurait le cas des rongeurs là, que j'ai évoqué, où là, c'est plutôt un effet néfaste, et peut-être que les espèces qui se nourrissent d'autres choses pourraient avoir un avantage de la lumière pour la capture. Donc, en conclusion, avec cette petite revue qui est basée sur peu d'articles, on a quand même déjà des effets intéressants. On a 3 cas que j'arrive à identifier. Il y a le cas où la Lune a un effet positif alors que Alan est plutôt neutre, voire inhibe. Donc là, c'est le cas de la vocalisation. Donc là, on voit que Alan a un effet vraiment antagoniste. Alan peut au contraire amplifier des effets qui sont déjà présents dans la Lune naturelle. La Lune déjà inhibe l'activité des rongeurs, et là, Alan va complètement amplifier ce processus et donc a priori plutôt défavoriser la capture des proies par les chouettes. Et puis ça crée des effets nouveaux, puisque l'attraction des insectes dans la lumière artificielle, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Les insectes vont pas vers la Lune. Ils sont orientés grâce à la Lune, mais il n'y a pas d'effet attractif. Donc là, c'est vraiment un effet nouveau, comme je disais, parce que le lampadaire est au sol, quoi. Et donc, on a vu que ces effets, ils étaient aussi largement dus à la différence de régime alimentaire en fonction des espèces qui se nourrissent plutôt d'insectes ou les espèces qui se nourrissent plutôt de rongeurs, puisqu'en fait, ces deux types de proies ont des comportements complètement opposés par rapport au phototactisme positif dans l'un et négatif dans l'autre. Voilà, merci pour votre attention. Donc, merci Romain pour cette revue. Alors il y a peu de temps du coup pour les questions, je vois déjà 3 mains qui se lèvent. Mais donc si vous pouvez vous montrer concis, ce sera apprécié. Oui, une question très rapide et assez simple. Parce qu'effectivement, vous avez dit que les insectes qui sont photophiles attirés par la lumière ne vont pas vers la Lune. Et pourquoi, en fait, les insectes ne vont pas vers la Lune et si c'est le cas, est-ce que c'est seulement une question d'intensité ou peut-être de longueur d'onde? Et dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait bricoler de l'éclairage urbain qui soit sur les longueurs d'onde similaires et qui attire moins les insectes? Je pense que c'est vraiment une question de localisation et de situation. La Lune, c'est un astre qui est dans le ciel, donc ça ne leur viendrait pas à l'idée quelque part. Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce que sans faire l'anthropocentrisme, mais je pense que l'évolution a mis en place un système qui est durable. Et donc, si les insectes allaient vers la Lune, ce ne serait pas durable. Bon, voilà, j'ai pas d'explication plus scientifique que ça, mais je pense pas que ce soit des questions de composition, etc. Parce que le phototactisme des insectes, on arrive bien à l'expliquer en fonction des longueurs d'onde, et je pense pas qu'on puisse vraiment transposer ça à ce que la Lune nous renvoie comme lumière. Alors il y a l'effet intensité, effectivement, les éclairages sont beaucoup plus forts que la Lune, mais en même temps, on sait que le phototactisme, il est actif aussi à des lumières très très faibles, et uniquement même les veilleuses dans les jardins des particuliers suffisent à attirer des carabes. Donc je vois pas d'autre explication que tout simplement une explication entre guillemets géographique, quoi. Le lampadaire est accessible au sol, donc du coup ça crée un piège. Une fois que l'animal est dans la lumière, il ne sait plus en sortir.
Oui, merci Romain. Je voulais te poser une question très rapide, mais je profite de mon micro pour donner une espèce de réponse à ce qui vient d'être donné. C'est que la lumière des astres est une lumière qui est parallèle, alors que des rayons parallèles, alors que les rayons de la pollution lumineuse sont des rayons radiants. Des lumières radiantes. Pour moi, c'est la seule chose. Pour moi, c'est significatif. Surtout que la nature n'a jamais connu de lumière radiante depuis depuis des milliards d'années avant l'arrivée de l'homme. La question que je voulais poser, est-ce que tu as fait une différence entre la pollution lumineuse liée au halo lumineux et la pollution lumineuse liée à des réverbères ponctuels? Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors moi, j'ai pas fait trop la distinction, mais là, par exemple, dans l'étude sur la chouette des terriers, là, c'est vraiment par rapport aux éclairages. C'est une étude de terrain avec du radio-tracking, etc. Donc, ils ont vraiment regardé plutôt la lumière directe et la position des nids en fonction de cette lumière, etc. Alors que les études qui montrent une corrélation négative, par exemple, entre la chouette hulotte et la pollution lumineuse, c'est plutôt le halo, c'est ce qui est mesuré par les satellites. Donc, on a des grosses données de pollution lumineuse à une maille assez grossière. On croise ça avec la répartition. Et donc là, c'est plutôt des données qui traduisent la lumière perçue par le satellite, donc sous forme de halo qui masque les étoiles, on va dire. Donc effectivement, on n'est déjà pas trop sur les mêmes formes de pollution lumineuse. Ouais. Tu as raison. Une dernière question pour laisser du temps à la prochaine communication. Merci Romain pour ta présentation. J'ai très hâte de lire ta revue qui semble vraiment super intéressante. Moi j'ai une question parce que j'ai un vague souvenir d'une publication qui montrait que le succès de chasse de la effraie, il est différent en fonction des phases du cycle de la Lune. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte dans ta revue? Et du coup, est-ce qu'il y a aussi un côté espèce dépendante puisque dans cette publi de souvenirs, il montrait que, en fait, suivant le cycle de la Lune, la lumière ne se reflétait pas de la même façon sur le plumage de la effraie, qui est blanche, contrairement aux autres espèces. Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près que 20% des espèces de rapaces nocturnes qui ont fait l'objet d'études, donc c'est assez peu, et finalement on tourne un peu toujours autour des mêmes espèces. Alors il y a la chouette effraie, la chouette hulotte qui sont présentes chez nous, donc ça c'est intéressant, mais bon, la chevêche des terriers par exemple, elle n'est pas présente chez nous. Il y a aussi beaucoup de publications sur la Strix occidentalis, je ne connais plus son nom français, mais bon voilà, des chouettes soit américaines, soit asiatiques. Donc c'est vrai que c'est peut-être difficile à transposer chez nous, mais bon après je pense que c'est des comportements un peu génériques. En fait, la Lune, globalement, elle n'a pas d'effet positif sur la capture des proies, quelles que soient les espèces. C'est une tendance un peu générale que j'ai observée. Par contre, sur la chouette effraie, il y a une publication qui vient juste de sortir d'un collègue portugais qui me l'a transmise, qui montre aussi le fait que ça pourrait être lié à la position de la Lune dans le ciel. Donc, quand la Lune, notamment, elle est assez rasante, et que la chouette du coup arrive en se positionnant près de la Lune, le rongeur ne la verrait pas arriver parce qu'on a effectivement cette fusion du blanc entre la Lune et les plumes blanches de la chouette effraie. Donc en fait, il pourrait aussi y avoir des explications comportementales beaucoup plus fines en fonction de la position de la Lune dans le ciel et de l'angle d'arrivée du rapace nocturne vers le rongeur. Bon là, on est encore dans l'étape d'après, c'est encore plus compliqué à faire des généralisations du coup. Très bien. Merci Romain pour cette présentation. Donc,